toutes et à tous, bienvenue à l'événement l'INRIA fait de la science. Avant de démarrer, je vous présente rapidement l'INRIA. Qu'est-ce que c'est? C'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Et cette année, Covid oblige, c'est 100% dématérialisé et ce jusqu'au 11 octobre. Cela va vous permettre de découvrir des projets de recherche en sciences du numérique, leur impact et leur application au quotidien par rapport à la nature, qui est le thème principal de cette année. C'est aussi le moment de rencontrer en direct des chercheurs et scientifiques de l'INRIA. Et il y en a pour tous les âges. Je vous invite à retrouver le programme complet sur linria.fr. Alors, je me présente rapidement. Je suis Julie Vérec. Je vais animer la vie de recherche d'aujourd'hui. Je suis chargée de mission inondation à la DREAL Bourgogne-Franche-Comté et ingénieure ENGES de formation. Alors, l'ENGES, c'est une école d'ingénieurs de l'eau et de l'environnement basée à Strasbourg. Et la DREAL, c'est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. C'est un service déconcentré de l'État régional sous la tutelle de différents ministères, dont celui de l'écologie et de l'agriculture. Je suis ravie de retrouver aujourd'hui Cécile Cholet, bienvenue, qui est également basée à l'INRIA sur le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, les inondations, quel rôle pour l'État et les chercheurs. Cécile, je te laisse la main pour te présenter. Bonjour à tous, bonjour Julie, ravie d'être là. Alors je suis Cécile, doctorante ENGES et je suis physiquement basée à Montpellier dans l'équipe Lemon de l'INRIA. Et puis j'ai aussi fait l'ENGES comme Julie, mais il y a aussi autre chose qui nous lie. Il se trouve que j'ai fait mon école d'ingénieur en alternance et que pendant 3 années, j'ai été donc collègue de Julie à la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. Et après avoir fait le tour des services de l'État sur le côté gestion des inondations, j'ai basculé du côté recherche. Et donc c'est pourquoi cet avis de recherche permet un peu de mettre en perspective les différentes missions de 2 acteurs différents autour d'une gestion plus opérationnelle et plus efficace. Voilà. Et en parallèle de ça, je fais aussi des missions de sensibilisation dans les établissements scolaires autour de la question du climat via une association que j'ai cofondée. Voilà. Eh bien, merci Cécile. Je rappelle que le thème cette année de l'INRIA Fête la Science est l'homme et la nature et qu'aujourd'hui est particulièrement dédié à la thématique du climat. Donc aujourd'hui, nous allons parler avec Cécile beaucoup de risques inondations, mais aussi de changements climatiques, de recherche et de missions de l'État. Un chat est à votre disposition sur le côté de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à nous relayer des questions en direct. Nous avons avec nous Christine Léninger, notre modératrice, que je remercie. Elle est là pour suivre le chat et vraiment nous transmettre en temps réel vos questions pour que ce soit le plus interactif possible. Peut-être en introduction, Julie, si tu veux nous parler un peu du risque inondation. Oui, tout à fait. Alors, le risque inondation, c'est le croisement de 2 notions. D'abord, l'aléa inondation, donc on caractérise par différentes données, son occurrence ou son intensité. On regarde souvent le temps d'immersion des surfaces, les hauteurs d'eau. Et ce qu'on appelle occurrence d'inondation, c'est la notion, on va dire, de période de retour. Par exemple, une crue centenale, elle a une chance sur 100 d'arriver chaque année. C'est-à-dire que c'est une crue assez rare. Et on va associer à cette période de retour-là une hauteur et un débit. Par rapport aux enjeux, on considère comme enjeux les dommages aux biens et aux personnes, maisons, entreprises, etc., aux infrastructures telles que les routes, les réseaux électriques et également à l'environnement. On oublie aussi parfois que le temps de retour à la normale est quelque chose de très important puisque certaines infrastructures peuvent être hors de la zone inondable, mais les routes pour y accéder sont coupées ou le système électrique est endommagé. Donc finalement, même hors de la zone inondable, on peut avoir des impacts sur ces enjeux-là. Donc, je reviens sur la notion de risque. Une fois qu'on a caractérisé l'aléa et l'enjeu, on va pouvoir avoir une notion de risque plus ou moins importante. À titre d'exemple, une crue centenale dans une zone, on va dire, de prairie ou de zone d'élevage sera donné à titre de, son risque sera caractérisé comme étant faible puisqu'on a très peu d'enjeux. Et inversement, une crue très faible mais dans un centre urbain très dense aura un risque inondation très important. Par inondation, donc vous voyez un peu à l'image les 4 exemples principaux de types d'inondation. On connaît tous le débordement, le ruissellement, donc comme on en a entendu parler très récemment, la submersion marine et puis les remontées de nappes qui sont souvent concomitantes avec les débordements de cours d'eau. Le risque inondation, c'est le risque naturel majeur en France. Je vous rappelle quelques chiffres. 17 millions de personnes sont exposées, donc pourraient avoir les pieds dans l'eau un jour ou l'autre en France, et 1,4 par rapport aux submersions marines. En France, il existe un dispositif qu'on appelle le dispositif catastrophe naturelle qui permet aux personnes, dans certains cas, d'être indemnisées. Et depuis 1982, il a permis d'indemniser à hauteur de plus de 7 milliards d'euros les dommages aux biens des personnes assurées.
Aujourd'hui, on constate que ce risque-là est croissant, notamment très récemment avec les épisodes de ce week-end, pour 3 principaux facteurs. Tout d'abord, le nombre de personnes exposées augmente, tout simplement parce qu'on est de plus en plus nombreux à vivre sur Terre. Donc, pour une même zone inondable, on va avoir beaucoup plus de personnes potentiellement inondées. On a l'augmentation, on va dire, des surfaces imperméabilisées. On grignote un petit peu les terres agricoles, on bétonne. Et puis, le dernier point sur lequel je vais te passer le relais, Cécile, est l'impact du changement climatique. Oui, juste pour donner un peu quelques éléments sur les liens très intimes qu'il y a entre les changements climatiques et le cycle de l'eau. Du fait de notre dépendance aux énergies fossiles, il y a une concentration croissante de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a déjà une augmentation de la température globale de plus 1 degré à la surface de la Terre par rapport aux températures qu'il y avait avant la révolution industrielle, donc dans les années 1880. Et cette augmentation de la température, elle engendre différents phénomènes. Ça peut être problématique ou non, selon le regard qu'on a, mais en tout cas, ça a vraiment un impact majeur sur le cycle de l'eau, et notamment, un des phénomènes qu'on connaît bien, c'est l'augmentation du niveau des océans et de la mer. Donc aujourd'hui, on a déjà une augmentation de 20 cm à l'échelle du monde dans les océans et dans les mers de plus par rapport au niveau de 1900. Et on s'attend avec les prévisions à avoir une augmentation de plus 1 mètre en tout. Donc voilà, c'est une moyenne sur toute la surface du globe. C'est forcément hétérogène. Dans des endroits du globe, c'est plus important, dans d'autres, un peu moins. En tout cas, ça peut être vraiment des impacts importants. Certaines villes, elles vont être complètement dévastées. Il y a des petites villes qui ne feront plus partie des cartes, par exemple les îles Kiribati ou les îles Marshall. Et puis pour des pays qu'on connaît un peu mieux, par exemple les Pays-Bas, dont un quart de leur surface est située en dessous du niveau de la mer, ils vont vraiment devoir développer des stratégies nationales majeures pour pouvoir faire face à cette augmentation de surface exposée au risque de submersion marine. Et puis, pour aller un peu plus largement, il faut savoir aussi qu'il y a 40% de la population mondiale qui vit à moins de 100 mètres des côtes. Donc, on risque d'avoir des millions de déplacés à cause de ce phénomène d'augmentation du niveau des océans. Alors, ce phénomène d'augmentation, il est dû à 2 choses. Alors, peut-être un phénomène que vous connaissez moins, ça s'appelle la dilatation thermique. Tout simplement, il fait plus chaud dans l'air, mais du coup, il fait aussi plus chaud dans l'eau. Et les molécules d'eau, quand il fait chaud, elles sont plus agitées. Et elles vont en prendre plus de place, elles occupent plus de volume. Ça, c'est un des phénomènes. Et l'autre phénomène, c'est le phénomène des fonds des calottes glaciaires, donc notamment du Groenland et de l'Arctique. Et en fait, en France, on peut aussi déjà observer des diminutions de volume et de masse neigeuse sur nos montagnes, sur nos chaînes de montagnes. Et ça va avoir un effet direct sur le débit des cours d'eau, parce que certains de ces cours d'eau sont directement en lien avec la fonte des glaces. Mais il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles les nappes et les cours d'eau ont du mal à se recharger. Il y a aussi une raréfaction des événements pluvieux. Et en fait, la sécheresse est un phénomène qui devient de plus en plus fréquent et de plus en plus intense du fait de ces épisodes de pluie qui sont de plus en plus rares, de cette masse neigeuse en amont qui est aussi plus rare. Et en plus, on a des vagues de chaleur et des canicules qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Et d'un autre côté, il y a des épisodes de pluie extrêmes à l'origine d'inondations qui, eux, sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Et donc, c'est là le lien direct avec notre sujet d'aujourd'hui. Donc, on a bien une thématique majeure sur le territoire français avec un risque croissant. Donc, on peut se demander, et c'est la question que je vais te poser, Julie, comment est-ce que l'État se positionne par rapport à ce risque et comment l'État s'occupe de la gestion? Oui, alors très rapidement, pour ne pas rentrer plus trop dans le détail, donc l'État à l'échelle nationale a en charge la prévision, la gestion et la surveillance des risques technologiques et naturels, dont les inondations. Donc, on a le ministère de la Transition écologique qui est là pour mettre en œuvre les politiques avec des budgets. Et après, on a les services régionaux et départementaux qui vont prendre le relais. Donc, à l'échelle régionale, c'est l'ADREAL qui est sous l'égide des préfets de région. Et à l'échelle des départements, ce sont les directions départementales des territoires, donc les DDT que vous voyez sur le schéma, sous la hiérarchie des préfets de département. Je vais plutôt me centraliser sur certains outils et certaines missions, notamment la prévision des crues, qui est assurée par les services de prévision des crues au sein des REAL,
qui sont chargés de faire de la vigilance et de la prévision sur les inondations. Et vous connaissez peut-être, vous, grand public, le site Vigicru, qui permet de relayer les différentes prévisions, notamment celles qui nous ont touchées très récemment, donc pour le Var et les Alpes-Maritimes, vendredi de ce week-end, qui a permis de lancer des alertes, je crois, orange, voire même jusqu'à rouge, pour prévenir la population et les collectivités. À l'échelle départementale, l'État est responsable de l'information préventive, donc vraiment le travail de mémoire et d'information du grand public. Il est responsable de l'alerte et de l'organisation des secours. En parallèle, le maire, à l'échelle de la commune, a les mêmes prérogatives. Et pour ce faire, il existe de nombreux documents, cartographies et autres qui sont mis à disposition de tout à chacun. Je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui, mais je citerai peut-être les PCS, les plans communaux de sauvegarde, qui sont des documents rédigés par chacune des communes pour savoir exactement comment faire en cas de crise, et non pas que inondation, vraiment toutes les crises de risques naturels majeurs. Voilà. Il est bon de savoir aussi qu'en cas de crise, les services de l'État se réunissent en préfecture, en cellule de crise, pour essayer d'organiser au mieux les secours et à la normale, qui est aussi quelque chose de long et de très intéressant. Alors, il n'y a pas que la crise, même si je parle beaucoup de ça depuis le début. Je voudrais en profiter pour insister sur la notion de la mission d'information préventive et de partage de la connaissance, qui est aujourd'hui quelque chose de plus en plus prégnant, quels que soient les organismes, pas que services de l'État, qui est le partage de la connaissance avec à la fois le grand public et nos partenaires, qui sont les collectivités territoriales. Dans le domaine des inondations, la mémoire, c'est quelque chose d'important. On dit tout le temps que l'homme, au bout de 10 ans, il oublie ou il confond les inondations. Donc, c'est bien d'avoir des bases de données qui permettent de se le rappeler. Et cela permet aussi, derrière, d'avoir des modélisations hydrauliques plus pertinentes et d'aider nos collectivités à faire des travaux qui soient basés sur un risque vraiment réel. Donc, c'est dans ce cadre-là, et je terminerai là-dessus, que nous, de Réal, en Bourgogne-Franche-Comté, nous avons développé l'ORISC, qui est l'Observatoire des risques d'inondation, de la sécheresse et du karst, en 2016. C'est une plateforme de ressources vraiment dédiée aux collectivités qui leur permet d'avoir sur un même site des données temps réel, notamment celle de Vigicru, toute une base de données de cartographie, toute une base de données par rapport à la mémoire des inondations et de la sécheresse, et puis de nombreuses boîtes à outils pour les accompagner dans leur démarche. Alors, quand je parle de démarche des collectivités, je parle de leur programme d'action de prévention des inondations. C'est un acronyme assez rigolo qu'on appelle PAPI. Et c'est vraiment l'outil de mise en œuvre de la politique de prévention de l'État qui accompagne en fait les collectivités. Donc, quand je dis accompagner, c'est vraiment qui co-subventionne les actions des collectivités dans le domaine de l'inondation. Donc, ça peut être réaliser des bassins de ralentissement dynamique ou réduire la vulnérabilité des industriels ou des maisons qui sont déjà en zone inondable, parce qu'on ne peut pas délocaliser toutes les personnes en zone inondable. Donc, en parallèle de cet outil, on va dire un peu de partenariat État-collectivité, on a également un outil réglementaire, et je laisserai Cécile rebondir sur cet élément, que sont les PPRI. Alors, les PPRI, c'est quoi? Alors, PPRI, c'est pour plan de prévention du risque inondation. En fait, c'est le seul outil aujourd'hui qui existe pour pouvoir faire le lien entre les risques et la réglementation de l'urbanisme. Alors, les PPRI, vous pouvez les consulter. Ils sont tous en ligne sur les sites de vos préfectures. Et en fait, c'est un document qui ressemble à un zonage sur lequel il y a un règlement. Donc, on observe des zones qui sont bleues et des zones qui sont rouges. Et en fait, dans le règlement, on peut lire des choses qui sont interdites ou des réglementations appropriées à l'urbanisme en fonction de la zone dans laquelle les enjeux se situent. Alors, pour pouvoir réaliser cette carte, qui va vraiment avoir un impact lourd en fait, sur le développement de l'urbanisme d'un territoire. Cécile, je me permets, il y a une question. On va peut-être donner la parole à Christine. Oui, alors une question d'Antoine. Quelles sont les interactions entre les services de l'État, par exemple la DREAL, et les laboratoires de recherche? C'est la suite de la présentation. Il faut rester un peu plus longtemps pour avoir la réponse juste dans quelques slides. Si je peux me permettre de continuer sur les PPRI, du coup, pour pouvoir fabriquer cette carte de zonage qui est très contraignante pour les maires et pour les préfets, on utilise en fait 2 cartes à l'amont qui sont ensuite croisées. Donc, comme on le disait en introduction, en fait,
La notion de risque, hein, c'est un croisement entre une carte d'aléa et une carte d'enjeu. Donc, une carte d'enjeu, on a recensé sur ces cartes, par exemple, tous les bâtiments, mais on a mis vraiment une attention particulière sur certains bâtiments qu'on juge plus vulnérables, plus prioritaires, comme par exemple les écoles, comme les hôpitaux, les établissements de gestion de crise, donc on peut imaginer les casernes de pompiers, etc. Mais ça, ce sont vraiment nous qui avons décidé quels enjeux est-ce qu'on avait envie de faire ressortir sur les cartes pour pouvoir développer des stratégies de sauvetage en fait en cas de crise et bien les identifier. Ça pourrait être un zoo, par exemple, pour éviter que voilà, des loups se retrouvent en liberté à cause de l'augmentation du niveau de la mer, enfin de l'augmentation de la hauteur d'eau dans la ville, ou ça pourrait être des crocodiles qui sont échappés. Enfin, on pourrait tout à fait imaginer que ça puisse intervenir à l'intérieur de ces cartes. Et donc, l'aléa, de son côté, lui, c'est vraiment une crue historique ou synthétique, quand on n'a pas de données historiques, sur lesquelles on a fait deux cartographies, une cartographie de hauteur d'eau et une cartographie de vitesse. Et en croisant les deux, on obtient une carte avec une caractérisation de l'aléa. Pour donner un ordre d'idée, on estime qu'un être humain, donc un homme qui est sportif, qui est en bonne forme, mais qui est quand même stressé par l'événement, il est capable de se déplacer à l'intérieur d'une lame d'eau quand il y a des vitesses faibles et jusqu'à 1 mètre de hauteur d'eau. Donc en fait, voilà, la caractérisation de l'aléa, elle se fait notamment grâce à ce lien. Et puis, il faut savoir, par exemple, donc là, je vous donnais un exemple pour un être humain, mais une voiture, par exemple, quand il y a une hauteur d'eau de 50 cm, il ne faut pas croire qu'elle reste sur place, elle flotte, elle se met à flotter. Ça, c'est juste une anecdote à avoir en tête. C'est important, ça fait vraiment des embâcles et ça surenchérit, en fait, le risque et la notion de danger qui peut en résulter. Et donc, pour pouvoir faire ce croisement, pour pouvoir faire du coup le croisement entre la carte d'aléa et la carte d'enjeu, il nous faut cette carte d'aléa. Et cette carte d'aléa, pour la construire, on utilise des modélisations hydrauliques. D'ailleurs, Cécile, modélisation hydraulique, je pense que pour les personnes qui nous regardent, tu pourras peut-être nous préciser un petit peu plus de quoi il en retourne. Oui, ça me permet de dire tout de suite que on a vu dans le graphique assez compliqué dans le diagramme tout à l'heure que les DDT étaient chargés notamment de fabriquer de délivrer ces PPRI en fait au préfet qui va être celui qui fait l'opérationnel. Vas-y, Julie. Question. Vas-y, je vais pas terminer ma phrase, mais oui. Christine, je te laisse nous relayer la question. Le micro, Pardon, on a une autre question sur le rôle d'INRIA. Donc, il faudra revenir assez rapidement au rôle des organismes de recherche, à savoir, est-ce que l'un des I d'INRIA, c'est inondation? C'était une question de Mathilde. Vas-y, Julie, comme c'est toi qui as introduit l'INRIA. Oui, mais alors, moi je sais que c'est l'Institut national des recherches des sciences et technologies du numérique, donc je dirais que non, le I d'INRIA ne signifie pas inondation, mais je te laisserai compléter sur peut-être les missions de l'INRIA qui peut-être ont un lien avec les inondations, ta thèse notamment, mais pas que. Voilà, ma thèse notamment, donc c'est vraiment un institut dans lequel il y a énormément de problématiques qui sont traitées, mais on est essentiellement sur de l'informatique et sur de l'automatisme. Donc voilà, l'inondation peut faire partie des problèmes qu'on va résoudre via le numérique, mais il y a plein d'autres problématiques qui sont traitées ici. Et on est une toute petite équipe, en fait, le Lemon a travaillé sur des modèles numériques au service des inondations. Pour le reste, on fait beaucoup d'autres activités. Du coup, on peut revenir sur peut-être sur les modèles numériques. Donc oui, je voulais juste préciser que ce ne sont pas forcément les DDT qui s'occupent de fabriquer ces cartes de risque, donc aussi les cartes d'enjeu, les cartes d'aléa. Souvent, elles déconcentrent leurs compétences, elles délèguent leurs compétences au bureau d'études pour qu'ils puissent s'occuper de la partie technique. Et ensuite, ensemble, ils vont pouvoir construire le règlement et avoir des règles de l'urbanisme qui sont cohérentes à l'échelle du territoire. Et donc, simplement, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Un modèle, c'est une manière de représenter la réalité pour mieux comprendre les phénomènes, les expliquer, mais surtout mieux prévoir le fonctionnement d'un bassin versant ou d'une rivière. Et ça nous permet d'anticiper son comportement
Alors, un modèle, très rapidement, qu'est-ce que c'est? On va dire que c'est une espèce de grosse boîte noire dans laquelle, en entrée, on lui donne des données. On lui donne la topographie du sol, par exemple. On lui donne des données de pluie. On lui donne un état de saturation du sol. On lui donne un débit initial dans une rivière. Et ensuite, le modèle va traduire toutes les données d'entrée qu'on lui donne en conditions pour l'écoulement. Il utilise des équations pour pouvoir prédire l'écoulement. Donc, ce sont des équations de Saint-Venant qui sont tout simplement en fait des équations de conservation de la masse et de conservation de la quantité de mouvement, autrement dit de l'énergie en fait du flux d'un point A vers un point B. Et en fait, en sortie, on récupère des données de hauteur, de débit, de vitesse dans différents points de l'écoulement, ce qui nous permet ensuite de faire cette carte d'aléas, comme on le disait tout à l'heure. Cette carte d'aléas qu'on va pouvoir ensuite utiliser pour faire les PPRI. Les modèles reposent sur un bon nombre d'hypothèses. Et une des hypothèses me permet de faire le lien avec le sujet de thèse sur lequel je travaille à Lehman. Une des hypothèses, c'est donc que les bâtiments sont imperméables aux écoulements. On considère que quand de l'eau arrive vers un écoulement, eh ben, il la contourne. Alors qu'on sait très bien, on a tous déjà vu des images d'eau qui rentre dans les maisons par les portes, par les fenêtres. Donc c'est quelque chose, c'est un phénomène qui existe. Mais en fait, la question qu'on se pose dans le cadre de ma thèse, c'est mais est-ce que ces échanges sont significatifs? Est-ce que le fait de les prendre en compte, ça va changer ou pas la hauteur d'eau dans la rue qu'on prédit via les modèles? Est-ce que ça peut changer la répartition des débits dans les quartiers? Un certain nombre de questions en fait qui sont à l'intérieur de ma thèse et voilà, ça sert à rien que je dise vraiment comment toutes les questions qu'on se pose à l'intérieur. Peut-être ce qui peut être intéressant, c'est concrètement ce que je fais et à quoi ça sert, et le lien justement avec ensuite je vais y arriver, le terrain et la gestion par Julie, notamment par les services de l'État. Donc, en fait, on peut avoir dès le départ une idée assez précise d'un problème qu'on a envie de résoudre. Oui, vas-y, Julie. Peut-être une question avant que tu nous expliques un petit peu plus à ce qu'aboutira ton travail. On a une question. Oui, alors c'était une question de Claire qui demandait si les équations dont tu parles, ce sont celles dont Antoine nous avait parlé pour les tsunamis. En partie, oui. C'est pas tout à fait les mêmes, mais en fait, ce sont des hypothèses différentes qu'on met à l'intérieur des équations. Mais oui, un écoulement reste un écoulement, et on peut tout à fait faire le lien avec les tsunamis. Et Antoine est dans le bureau juste derrière le mien, donc on pourrait éventuellement essayer de faire des croisements entre les deux. Mais tout à fait. Alors, bon, je ne sais pas quelle approche est utilisée dans les tsunamis, mais en tout cas, quand on modélise une ville ou un quartier, on peut faire des choses aujourd'hui qui sont très très fines. Quand on a un très bon ordinateur et qu'on a plein de temps devant nous, on peut vraiment réussir à partir de la topographie initiale à fabriquer une carte de hauteur d'eau, de vitesse et de débit très très fine. Mais en fait, ça prend énormément de temps. Et donc, ce que je vais essayer de proposer moi avec le sujet de ma thèse, c'est comment est-ce qu'on peut essayer. Donc, une fois que j'aurai trouvé une loi d'échange, voilà, je vais déjà commencer par là. Une fois que j'aurai trouvé une loi d'échange pour expliquer ce qui se passe entre une rue et une maison dans la réalité, je vais devoir passer à l'échelle d'une ville ou à l'échelle d'un quartier. Et là, je ne peux pas mettre toutes les petites fenêtres et toutes les petites portes et faire tous les petits échanges. Ce n'est pas possible, ce sera beaucoup trop long, ça va demander beaucoup trop de puissance de calcul. Et donc, il faut trouver un modèle, une manière de représenter tous ces échanges. Ça peut être par exemple un réservoir imaginaire qui va stocker de l'eau, qui va le restituer petit à petit dans les rues. Voilà, c'est qu'une manière d'imaginer les choses. Et je voulais vous parler de ce qu'on utilise dans mon équipe pour pouvoir modéliser des échanges justement complexes à l'intérieur d'un quartier pour pouvoir essayer de montrer comment est-ce qu'on peut essayer de gagner du temps grâce à cette idée de modèle. Donc, on utilise dans mon équipe un logiciel qui a été développé par l'Université de Montpellier et par l'INRIA, qui sont des modèles qui intègrent des modèles de porosité. Donc, l'idée, c'est quoi? Il y a un quartier, c'est très complexe, il y a plein de bâtiments et il y a plein de rues. Plutôt que de représenter toutes ces rues et tous ces bâtiments qui font obstruction à l'écoulement, on va utiliser un modèle d'éponge. Et on va dire, OK, ma ville, c'est une éponge, il y a X% de vide dans lequel il y a effectivement le flux qui peut circuler, et il y a X% de plein dans lequel on va avoir un obstacle à l'écoulement. Et en fait, ça permet de ne pas
avoir à prendre l'écoulement et à le faire passer dans toutes les petites rues pendant le calcul et de gagner jusqu'à, alors là, je vous ai mis un exemple sur une simulation qu'on a faite, un gain de 60, de x 60. On a mis 3 minutes en fait pour faire un calcul pour calculer le débit à l'aval pour cet exemple d'une rupture de digue dans la ville de Sacramento. Avec cette approche à porosité, alors qu'on a mis pratiquement 4 heures pour pouvoir le faire en faisant une approche fine et avoir exactement les mêmes données en sortie. Et entre le moment où on a eu l'idée sur la porosité et le moment où on est à la sortie avec ce logiciel qui est utilisable par les bureaux d'études qui peuvent ensuite l'utiliser dans le cadre de PPRI, etc., il y a eu à peu près entre 10 et 20 ans qui se sont écoulés. Donc, en fait, ce que je fais dans le cadre de ma thèse, ça ne va pas servir tout de suite. On est vraiment dans ça permet vraiment de mettre en perspective le lien entre la science et les technologies. D'un côté, on fait de la science, on réfléchit pour essayer de comprendre les phénomènes du monde qui nous entoure. Et de l'autre côté, on a les technologies qui vont venir puiser dans la science pour faire des outils qui sont opérationnels. Et entre les deux, pour pouvoir faire le lien entre ce qu'on a découvert et comment est-ce qu'on peut l'utiliser, il peut y avoir parfois des échelles de temps assez longues, entre 10 et 20 ans. Voilà. Alors, merci Cécile, j'ai vu que tu as pu accélérer, parce qu'il ne nous reste que 5 minutes. On va pouvoir peut-être prendre quelques dernières questions. Donc, pour répondre à une des questions d'Antoine, je crois, donc on voit bien que la recherche sert à prendre de l'avance et ensuite, les travaux de Cécile pourront être mis en application et peut-être plus largement, à mon avis, utilisés par des bureaux d'études lesquels travaillent pour les services de l'État, qui pourra avoir, à mon avis, voilà, une prise en compte du risque inondation plus précise et peut-être plus large dans les documents qu'ils créent, notamment les PPRI. Voilà, je propose donc, il nous reste 4 minutes si jamais il y a des questions. Il y en a une, tout à fait. Donc, Christine, on va laisser nous la poser. On a plusieurs questions. Alors, première question de Claire. Est-ce qu'on utilise des modèles mathématiques pour adapter la position ou le fonctionnement des écluses ou des biefs? Alors, ce n'est pas ma spécialité. Julie, tu veux dire quelque chose? Joker. Moi, j'ai découvert la modélisation mathématique avec la thèse de Cécile. Je connais plus tout ce qui est modélisation hydraulique, 1D, 2D, émaillage. Je suis désolée, je préfère ne pas dire de bêtises. Typiquement, sur le barrage sur la digue de Sacramento, on peut complètement simuler en fait ce qui se passe pour voir comment est-ce que l'eau se répartit à l'intérieur des rues. Ça me paraît être totalement quelque chose d'envisageable de faire une simulation avec un cours d'eau sur lequel on poserait une écluse et on pourrait comparer voilà, les paramètres de l'écoulement sans l'écluse et avec l'écluse. Ça, c'est quelque chose de tout à fait envisageable, oui. Très bien. Alors, une question de Pierre. Est-ce que le déboisement fait partie des actions humaines surveillées? Et est-ce que c'est possible de limiter ou d'interdire le déboisement de zones sensibles? Oui, c'est surveillé. Oui, c'est possible d'interdire, mais je n'ai pas les outils exacts en tête. Je sais que c'est souvent l'interdiction de déboiser est faite par rapport à la gestion du milieu naturel, maintien d'un écosystème, d'un habitat par rapport à certaines espèces. Pour l'instant, je n'ai pas en tête une interdiction de déboiser pour le risque inondation. On est en train d'essayer de travailler par rapport au risque ruissellement sur les parcelles viticoles. On aimerait qu'en amont, sur la partie haute des buttes, là en amont des versants où il y a vraiment les vignes, les bois soient maintenus, puisque plus on déboise en amont, plus l'eau va avoir le temps de prendre de la vitesse avant d'arriver sur la pente et va donc augmenter le risque d'érosion. Par contre, pour l'instant, Cécile, tu me compléteras, parce que ça rejoint les travaux que tu avais fait quand tu travaillais chez nous sur le ruissellement. Ça reste à l'état de doctrine de l'État à partager avec les collectivités et les maires. On n'a pas d'outils réglementaires pour nous aider. Oui, par ma connaissance. Et du coup, est-ce que des simulations sont utilisées sur des chantiers, typiquement des chantiers comme la LGV ou des autoroutes? Aucune idée. Alors là, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas tous les modèles. Il y a une grande diversité de modèles pour répondre à différentes problématiques qui sont utilisées du coup par les bureaux d'études. C'est la dernière case par laquelle je ne suis pas encore passée dans mon parcours de formation. Mais ça dépend de l'objectif. Hein. C'est toujours ça. Et donc, une dernière question de Benjamin. Est-ce que vous diriez qu'on peut prédire l'avenir avec des maths? Tu veux répondre, Julie? Tu veux dire quelque chose? Non. Surtout pas. Toi d'abord, il ne restera qu'une minute et il me restera au moins 2 petites questions. Je ne sais pas si on peut déborder de 2 minutes.
Est-ce qu'on peut prédire l'avenir? Non, bah non, hein, clairement, je veux pas, je vais pas. Ça dépend ce qu'on a envie de prédire. Voilà, on sait qu'on peut mettre derrière le développement des populations, par exemple, on peut mettre des modèles mathématiques. On peut faire beaucoup de choses, mais on peut pas prédire l'avenir avec exactitude. Jamais, c'est pas possible. Non. Par contre, on peut imaginer, on peut dire quels scénarios sont quand même les plus probables. Voilà, Alors, tout à fait. alors moi, j'avais une question quand même pour toi, Cécile. Tu nous as bien noté dans ton parcours un engagement fort de ta part quand on travaillait ensemble par rapport au fait que tu étais jeune déléguée au climat et que tu as pu participer dans ce cadre de négociations climat pendant la COP24 et la COP25. Du coup, quel lien est-ce que tu fais entre voilà, cet engagement pour le climat et le travail de recherche aujourd'hui? Oui, alors du coup, juste pour clarifier ce que c'est qu'un jeune délégué pour le climat, il y a 2 étudiants sur toute la France qui sont sélectionnés pour pouvoir participer aux négociations climatiques pendant 2 ans aux côtés de la délégation interministérielle française. Ça consiste à quoi? En fait, on rentre directement dans les coulisses des négociations et pendant 2 ans, on a la chance de suivre plein de sessions, d'être dans les réunions de travail de la délégation française pour vraiment comprendre ce qui se passe dans ces négociations. Et donc, à 2, en fait, on était 2 pendant 2 ans et on s'est rendu compte qu'on apprenait beaucoup de choses. Donc, on a fondé une association donc dont j'ai parlé en introduction, les Jeunes Ambassadeurs pour le Climat, qui nous permet en fait de faire des actions de sensibilisation et de parler de ce qu'on a compris aux négociations climatiques et de ce qu'on a aussi appris aux négociations climatiques. Et notamment, à ces sessions, il y a eu beaucoup d'interventions du GIEC pour nous parler justement de l'état du climat. Donc, le GIEC, c'est vraiment la référence pour pouvoir comprendre dans la globalité ce qui se passe, tous les effets en fait, qu'on peut déjà sentir du changement climatique, mais aussi faire des prévisions. Il ne crée pas de la donnée scientifique, mais il faut vraiment de la collection de tous les articles scientifiques et toutes les études qui ont été faites dans des rapports qui sont distribués aux décideurs pour qu'ils puissent avoir une connaissance de ce qui se passe. Et donc, on comprend en fait que réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est très important. Donc, ce qu'on appelle l'atténuation, c'est extrêmement important. Mais par contre, même si on arrêtait d'émettre nos émissions de gaz à effet de serre tout de suite maintenant, on aurait quand même une augmentation de la température jusqu'à 2050. Et donc, ça m'a fait en fait comprendre l'importance de l'adaptation. Et donc s'adapter, c'est quoi? C'est être plus résilient quand il y a une catastrophe naturelle, par exemple, d'où ma forte envie de développer l'aspect de prévention du risque inondation et que ça soit toujours de plus en plus efficace pour pouvoir sauver de plus en plus de personnes. D'accord. Christine, je ne sais pas si de ton côté sur le chat, il y reste des questions. Non, il n'y a pas de nouvelles questions, donc on va pouvoir Je terminerai alors avec la question qui a été posée à l'ensemble des intervenants. Cécile, est-ce que tu pourrais clarifier en un mot ou en une phrase ce qu'est pour toi le rôle des sciences du numérique dans la relation entre l'homme et la nature? Alors pour moi, les sciences du numérique, c'est un outil essentiel pour comprendre comment justement la nature, elle fonctionne, pour qu'on puisse ensuite, nous, hommes, utiliser ces connaissances pour répondre au mieux à nos besoins de manière durable. Parfait. Il y a encore du travail devant nous. Mais je vous remercie beaucoup. Là, on a un petit peu débordé, mais c'est pas grave. Je vous propose de clore cet avis de recherche. J'espère que vous avez trouvé cet échange enrichissant ou appris quelque chose. N'hésitez pas à nous contacter par la suite. Et aussi à continuer de suivre l'événement l'INRIA Fête la Science sur ce site et sur les réseaux sociaux. Notamment, le prochain rendez-vous est demain à 13h30 avec Laurent Lefebvre, qui parlera, lui, des impacts du numérique sur l'environnement. Voilà, un grand merci donc aussi à Christine, notre modératrice, et puis à Florent, Fabrice et toutes les petites mains qui ont permis cette diffusion en temps réel. Bonne journée à tous, à bientôt, merci, au revoir.